Salut à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on va parler d'un appareil photo qui permet de faire de la photo argentique pour un coût ridicule, l'Olympus Pen EE. L'Olympus Pen EE et toutes ses variations futures sont des appareils photo demi-format qui sont fabriqués par Olympus dans les années 60 à 70. Quelle est la particularité de l'appareil dit demi-format? Eh bien c'est qu'il n'expose que la moitié d'une taille de négatif normale. Je m'explique, avec un appareil comme celui-ci, vous n'exposez que la moitié du négatif, c'est-à-dire que on considère en photographie que le plein format c'est le 24 sur 36 mm de la pellicule 35 mm argentique. Avec un appareil photo comme cela, quand vous prenez une photo, vous n'exposez que 24 sur 18, soit la moitié de la taille standard d'une photo au 35 mm. Pourquoi faire cela? Tout simplement pour prendre plus de photos sur une seule et même pellicule. Vous allez remarquer que le compteur de vue de cet appareil va jusqu'à 72 images. C'est-à-dire qu'avec une pellicule de 36 vues, vous multipliez par 2 le nombre d'images que vous allez obtenir, et donc 72 images. De la même manière, si vous utilisez une pellicule 24 vues, vous pourrez exposer jusqu'à 48 images sur cet appareil. Avec la miniaturisation grandissante dans les années 70 et 80, ils ont été petit à petit abandonnés puisque les compacts 35 mm standard devenaient aussi petits et plus légers que ces antiquités des années 60. On va maintenant parler plus précisément de cette Olympus Pen EE et du format demi-format et de ce que ça permet. C'est d'ailleurs l'un d'entre vous qui dans les commentaires d'une vidéo m'a donné envie d'investir dans le demi-format et de m'y essayer moi-même, donc merci à toi. Cet appareil, comme pour ses différents successeurs, sera d'une simplicité à toute épreuve puisque ce sont des appareils qui étaient au départ conçus pour le grand public. On va résumer très rapidement le fonctionnement de l'appareil. L'appareil possède une cellule au sélénium, donc un Electric Eye, d'où le EE dans le titre, qui va être responsable du calcul de l'exposition. Tu vas ensuite pouvoir sélectionner les ISO sur le dessus du barillet. Donc sur ce modèle-ci, ça s'arrête à 200 ISO parce que c'est un appareil assez ancien et qu'à l'époque, les films n'étaient pas aussi rapides que ceux qu'on peut trouver aujourd'hui. Et ensuite, c'est à peu près tout, il te restera plus qu'à prendre la photo. Selon les versions de cet appareil, il fonctionne soit à une seule vitesse, le 60e de seconde, ou à deux vitesses, le 40e et le 200e, qui sont sélectionnés automatiquement par l'appareil selon les conditions d'exposition. L'appareil sélectionne également selon les conditions d'exposition l'ouverture nécessaire à une exposition correcte des photos. A noter qu'on peut malgré tout utiliser l'appareil en mode tout manuel. Il y a effectivement sur le bas du barillet les différentes mesures de diaphragme qui servent si on veut travailler au flash. Lorsqu'on sélectionne manuellement l'ouverture sur le barillet de l'objectif, l'appareil passe automatiquement en mode synchro flash, c'est-à-dire qu'il se bloque à la vitesse généralement au 40e ou au 60e de seconde selon les versions. À partir de là, tu connais l'ISO de ton film, la vitesse, et tu peux calculer toi-même la bonne ouverture qu'il faudra pour exposer correctement ton film. Dernière particularité de l'appareil qui ne s'applique que à la première version des modèles EE, c'est l'absence de bague de mise au point. Pourquoi cela? Eh bien tout simplement parce que ce boîtier est équipé d'un objectif grand angle de 28 mm qui ouvre à 3.5 et qui est déjà doté d'une très grande profondeur de champ. Il n'y a donc pas besoin vraiment de mise au point avec ce type de focale puisque tout ce qui sera situé au-delà de 1,5 m, 2 mètres de toi sera net. Bien évidemment, il est quand même conseillé de travailler le plus souvent possible avec des diaphragmes relativement fermés pour augmenter encore cette grande profondeur de champ et gagner en netteté dans l'image. Après ces considérations purement techniques, qu'est-ce que j'ai réellement pensé de l'appareil après une semaine et demie de test? La première chose que j'ai pensé, c'est que venir à bout d'une pellicule avec un appareil comme ça prend beaucoup de temps. 72 images en argentique, c'est particulièrement long et je vous conseille vraiment plutôt de travailler avec de la pellicule plus courte, donc 12 poses qui sera 24 poses ou 24 qui donnera 48 poses. Le contre-coup positif de ce grand nombre d'images, c'est que l'image vous revient très peu cher, surtout si vous scannez et développé à la maison, notamment en noir et blanc. Une chose qui est aussi très intéressante à faire avec ces petits boîtiers, et c'est une des raisons pour laquelle je voulais en avoir un dans ma collection d'appareils photo argentiques, c'est qu'il est assez facile de travailler en diptyque, en triptyque, en frise ou en panorama avec ces appareils. Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, lorsque vous travaillez en diptyque et que vous exposez deux images, vous obtenez finalement la taille d'un 24-36 standard, donc vous retrouvez le format et le ratio d'une photo normale. Deuxième chose, l'espacement entre les vues est assez faible, donc ça permet vraiment de travailler en panorama, en diptyque, en triptyque assez
assez facilement sans perdre la cohérence, créer comme ça des petites histoires et des petites frises directement sur le négatif. Dernière chose, comme vous avez beaucoup de vues sur la pellicule, vous avez moins de scrupules à prendre 2, 3, 4 ou 5 fois la même scène, le même sujet de points de vue différents pour ensuite le travailler en diptyque ou en triptyque, puisque vous avez de toute façon un nombre d'images conséquent par pellicule. Dernier petit détail pour ces appareils, comme ils sont tout petits et très silencieux, ça en fait de bons appareils pour de la photo de rue, de la photo du quotidien. Cependant, j'ai été pris à mes dépens par la faible vitesse d'obtuation des boîtiers. C'est-à-dire que très certainement, le mien, je pense que c'est la version qui est bloquée au 60e, mais même s'il montait au 200e, ça reste assez lent pour faire de la photo comme ça en marchant, en déclenchant au passage. Donc il faut vraiment, pour avoir la meilleure qualité d'image possible, être posé, arrêter et tenir fermement le boîtier pour vraiment bénéficier de toutes les qualités optiques du boîtier. Et en parlant de qualité optique, je voulais terminer sur ce point-ci, j'ai été réellement bluffé par la qualité de l'optique Olympus Duco qui est sur ce boîtier. Je m'attendais vraiment à une perte de qualité en divisant par 2 la taille du négatif exposé, notamment en scannant les négatifs chez moi sur mon scanner, qui n'est pas vraiment un scanner professionnel. Et honnêtement, sur certaines images, j'ai vraiment du mal à voir la différence et à voir qu'il y a une moitié de négatif en moins par rapport à un négatif 35 mm. Donc chapeau Olympus dans les années 60 avec un petit peu de retard pour cette merveille d'objectif qui est vraiment une qualité optique irréprochable. Pour terminer cette vidéo, quelques petits conseils si vous voulez acheter ces boîtiers. J'ai payé le mien une 50aine d'euros en direct du Japon avec les frais de port. C'était une bonne affaire. Vous trouverez différentes versions entre 40 et 60, 70 euros selon l'état. Vérifiez surtout et demandez un modèle avec une cellule en état de fonctionnement puisque les cellules au sélénium ont tendance à mal vieillir, et surtout munissez-vous du capuchon justement pour ralentir le vieillissement de cette dernière. Voilà, cette review de l'Olympus Pen EE est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu et que ça t'aura donné envie de t'essayer au demi-format, qui est un format qu'on voit pas encore trop en argentique et qui pourtant a ses qualités. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu, voire un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Je te retrouve très bientôt et je te souhaite de bonnes photos.